Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission Ephara Wakea. Alors, Ephara, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire couronne de pandanus, qui est une plante tropicale que vous retrouvez en Polynésie. Et Wakea, c'est la divinité hawaïenne liée au ciel. Vous vous en doutez, c'est une mission qui est partie en Polynésie avec A330 MRTT, A400M, Rafale Air monoplace et Rafale Air biplace. Et ça a décollé fin juin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? Nous allons parler dans un premier temps des moyens en œuvre et de l'objectif de la mission. Dans un deuxième temps, nous allons regarder un petit peu à quoi ressemble la trajectoire et la difficulté pour ce genre de mission. Et dans un troisième temps, un peu plus trivia, comme disent nos amis anglo-saxons, deux, trois petites anecdotes et, on va dire, pistes de réflexion. Mais tout ça, c'est après le jingle. Avant, vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Comme vous le savez, la vidéo, on pourrait presque dire, est sponsorisée par Maquin.tv, ma chaîne de SVOD en partenariat avec le groupe Alchimie. En ce moment, nous avons un coupon de réduction. Si vous allez sur Maquin.tv et que vous avez le coupon Rafale, et bien pendant un an, vous avez l'abonnement à moins 50%. Et dernièrement, qu'est-ce que nous avons? Du reportage sur les radars roses, du reportage que nous avons tourné avec nos amis des Matchplanes sur le Stearman que j'ai pu tester, le L4 également, et tout plein d'autres choses comme bien justement de la 330 en transatlantique avec la compagnie Corsair. Mais bon, on retourne à notre version armée de l'air et de l'espace. Petit coup d'œil au dossier de presse, tout simplement. Ils nous font des superbes dossiers de presse, l'armée de l'air. Très très beau dossier de presse. Et vous voyez French Air Force and Space Force, Ephara Wakea, voilà. Ils nous ont mis du bleu, blanc, rouge. Ils nous expliquent un petit peu qu'ils ont mis des motifs différents sur les avions, hameçon, pointe de lance, vague, dents de requin, donc c'est vraiment sympa. Et là par contre, ce qui nous intéresse directement, c'est la première branche de France jusqu'aux États-Unis, côte ouest, et ensuite jusqu'en Polynésie, et tout ça devait être réalisé en moins de 48 heures, et après il nous faut un retour par Hawaï, puis par l'anglais, avant de rentrer en France par les Français. Au niveau de la projection, alors c'est pas de la petite manip, c'est 170 aviateurs, donc un aviateur c'est un membre militaire de l'armée de l'air et de l'espace, 2 A400M Atlas, qui est en fait le remplaçant du C-160 Transal, c'est 2 A330 Phoenix, qui sont les remplaçants des C-135, les gros avions de ravitailleurs que mon père a connus, que j'ai connus. Donc vraiment les tout nouveaux, qui sont également utilisés par les forces aériennes stratégiques, et 30 tonnes de fret, 200 mètres cubes de matos quand même. Alors ce qu'il faut voir en termes de timing, c'est qu'ils vont rentrer dans pas très longtemps, ils vont rentrer le 9 juillet, au moment où je tourne cette vidéo, ils sont toujours aux États-Unis. Allez, nous allons regarder ça d'un peu plus près. L'idée c'est quoi? C'est de faire une projection de puissance, en fait, tout simplement. En 2023, l'armée de l'air s'est donné comme objectif d'avoir la capacité de projeter en 48 heures 20 rafales en Polynésie. Vous l'aurez bien compris, il y a de plus en plus de tensions dans le côté pacifique de la force. On va regarder un petit peu à quoi ressemble la carte. Donc nous voulons pouvoir dire, l'État français, nous savons projeter 20 rafales, l'équivalent d'un porte-avions, en 48 heures à l'autre bout du globe. Vous doutez bien, ça va plus vite qu'un porte-avions, donc on pourrait penser à une projection immédiate comme ça, et après derrière on envoie le porte-avions pour tenir un peu plus dans la durée. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est transférer sur la phase aller 65 tonnes de pétrole, et on va rentrer dans les détails après. Ce que je vous propose de suite, c'est de regarder un petit peu la carte du monde. Ça part de France, c'est parti en Écosse, c'est monté du côté du Groenland, du cercle arctique, tout ça, c'est monté très haut. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire une ligne droite, vous voulez monter comme ça le plus haut possible pour couper dans le fromage parce que la Terre est ronde. C'est redescendu par le Canada et c'est descendu aux États-Unis. Et aux États-Unis, où est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé sur la base de Travis. Donc Travis, où est-ce que c'est? Vous voyez, San Francisco est ici. Travis Air Force Base. Les Américains ne nous cachent rien et vous avez, vous voyez, une belle base à l'américaine. Qu'est-ce que nous avons au niveau de cette base? Deux grandes pistes l'une après l'autre. Vous avez ici toute la partie résidentielle avec leur école.
Vous avez, ça c'est du logement pour personnel militaire, très important, le fitness club, hein, très important. Une sorte d'hôtel, le bowling, il y a toujours un bowling hein, sur les bases américaines. La Auto Hobby Shop, c'est pour les gens qui aiment bien bricoler, il y a un garage et c'est associatif. Vous avez la piscine, très important avec l'air à barbecue, de quoi faire du tennis. Là vous avez un groupe de musique. Le commissariat, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le supermarché des militaires. Et vous avez la Credit Union, Residence Center, c'est pour tout ce qui est le bien-être des gens. Vous avez le RV Camp, comme on dit, parce qu'ils aiment bien se déplacer. Comme ça, les militaires en vacances, ils peuvent aller de base en base, ça leur coûte rien du tout. L'Exchange, là où vous allez retrouver tout ce qui est produits dérivés à acheter. Et là, quand même, vous avez bien la Flightline, donc les avions. Et vous voyez bien que sur cette base de Travis, encore une gym, ils aiment bien le sport, les Américains. Vous avez principalement, regardez, c'est quoi? Du tanker et de l'avion de transport. Donc on a du gros, hein. Il y a du C5 et des avions comme ça. Donc vraiment beaucoup de place pour accueillir nos Rafales, nos A330 MRTT dans une zone très sympa. Ils ont dû arriver par Sacramento, ils ont dû voir le lac Tahoe qui est très beau quand on arrive par là-haut là. Et au loin, ils ont dû voir San Francisco. Au moment du départ, ça a dû partir comme ça. Initialement un peu vers le haut et ils sont partis à la recherche des îles. Des îles de la Polynésie française. Et regardez comme c'est loin. Regardez la taille du Pacifique. Ça, c'est de l'Atlantique. Hein. On croit que c'est grand, la Méditerranée, c'est tout petit. Et regardez la taille du Pacifique. C'est juste absolument énorme. Donc, ils arrivent de là. Donc, il a fallu faire énormément de distance. Et là, vous avez des îles un peu à gauche à droite. Vous avez Hawaï qui est ici. Vous avez Kiribati par là. Vous avez un peu d'îles hein, qui traînent. Mais il y a quand même beaucoup d'eau. Qui dit beaucoup d'eau dit complexité en termes de préparation de mission. Parce que si vous avez une panne, où est-ce que vous allez? Vous ne savez pas trop où aller. Et nous allons en parler justement. Donc, maintenant qu'on a vu la big picture, l'idée générale qui consiste donc à faire prendre toute cette flotte et à l'amener ici, au milieu de nulle part, en Polynésie française, eh bien nous allons regarder dans le détail comment est-ce qu'ils ont réalisé tout ça. Donc, nous l'avons dit précédemment, 3 aéronefs, 1 biplace, 2 monoplaces, 65 tonnes de pétrole. Ça fait, je crois que ça c'est le premier jour, 21,6 tonnes. Chacun, si on divise par 6 ravitaillements, ce qui apparemment ils auraient fait, ça fait 3,6 tonnes par ravito. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus le plein, seule solution là que je vois, c'est éventuellement parce qu'ils faisaient le ravitaillement très tôt, de manière à ce que s'ils étaient échecs au ravitaillement, ils pouvaient se dégager vers un terrain de secours. Quand vous traversez ici l'Atlantique Nord, vous pouvez vous dégager en Irlande, vous pouvez vous dégager en Islande, vous pouvez même, il y a des bases, il y a des pistes en Groenland, et sinon après vous avez des terrains du côté du Labrador, tout ça. Donc il y a des bases qui existent, il y a des terrains d'aviation sur lesquels vous pouvez vous poser. Ce qui est également probable, c'est peut-être qu'il y avait un A400M qui suivait tout le monde de manière, en cas d'éjection, à pouvoir récupérer les pilotes, en tout cas les aider en leur envoyant des gilets de survie, toutes ces choses-là. Ok, ensuite quand ils sont partis de l'autre côté, pareil, il fallait penser en termes de SAR, Search and Rescue. Vous avez en permanence dans les îles ici des gardiens, donc ce sont des Falcon 200 de la Marine nationale qui justement font du Search and Rescue, et entre autres, donc qui ont dû être mis en alerte. Et encore une fois, il est probable qu'il y ait la 400M qui suivait, peut-être un devant, un derrière, à cause des différences de vitesse, de manière à s'assurer qu'il y ait toujours la capacité à récupérer un pilote éjecté ou des pilotes éjectés très rapidement. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'ils voulaient faire en moins de 48 heures, ils ont fait 39h08, donc ça allait vite. Et derrière, ils ont briefé un assaut. C'était tactique, c'était pas juste un transit, c'est pas de l'aviation de ligne. Une fois qu'on arrive, on doit attaquer. Et donc là, ils ont mis en œuvre un raid avec 6 Scalp. Le Scalp, c'est un missile de croisière qui pèse un peu plus d'une tonne, qui a dans les 400 kg de charge militaire, qui peut faire dans les 500 km d'après les sources ouvertes à Mach 0.8 et qui va plutôt avoir tendance à avoir un profil très basse altitude. D'après les images qu'on a pu voir sur internet, initialement c'était du transit haute altitude, puis de la pénétration à basse altitude, haute vitesse, afin de pouvoir être sous l'horizon radar et tirer les missiles et ensuite faire demi-tour si besoin ou freiner, attendre que les dégâts soient faits avant de venir se poser. Donc c'était une idée
tactique. Ils auraient briefé, d'après les sources d'Air et Cosmos, du risk level high, ce qui veut dire que pour cette mission, ils acceptaient, si besoin, de perdre un aéronef pour l'accomplissement de la mission. C'est en entraînement, bien sûr, c'est simulé tout ça. Le point sur lequel je voudrais maintenant insister, c'est la configuration des avions. S'il était parti avec 2 scalps chacun, l'armée de l'air peut apporter 2 scalps, Rafale Marine 1 scalp, bien, il y aurait eu plus de traînées. Donc d'un point de vue pétrole, consommation, tout ça, les résultats sont faussés, si on peut dire, la consommation est faussée par l'emport des avions qui est un petit peu atypique. On est sur 3 petits bidons supersoniques, donc des avions qui ont la capacité à faire du supersonique avec les petits bidons. On a soit des petits bidons supersoniques, soit des gros bidons sous les ailes subsoniques, mais aucun missile. C'est rare, d'habitude il y a toujours au moins un missile infrarouge qui traîne, ça permet d'avoir son senseur allumé et de détecter des sources de chaleur. Là ils ont fait le choix de ne pas les prendre, je me demande si c'est pour réduire la traînée, auquel cas ils ont moins consommé de pétrole. Maintenant avec des scalps vous allez consommer beaucoup plus de pétrole, donc on va dire les calculs pétrole qu'ils ont fait seraient à revoir, mais de toute façon, en tous les cas, vous devez toujours refaire des calculs parce que ça va énormément dépendre du vent et des conditions météo. Voilà, je vous avais dit en dernier point qu'on allait discuter un petit peu plus du côté trivia de la Force. Toujours d'après Air et Cosmos, il semblerait que quand ils sont posés à Travis, et là je quasi-cite, ils ont oublié, les Américains, de le donner à manger aux pilotes. Ils n'avaient pas les casse-croûtes pour les pilotes, donc les sous-officiers de l'armée de l'air, les aviateurs, aurait fait une collecte et aurait après donné des choses à manger aux pilotes pour le vol. Alors ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que autant vous voyez un raid qui est super bien pensé, autant la partie nutrition c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout pris en compte dans les forces armées vraiment à l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a énormément à gagner d'un point de vue nutritionnel. On compare souvent les pilotes de chasse aux sportifs de haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que dans l'assiette, c'est pas le cas. Tout n'est pas mis en œuvre pour que ça soit le cas. J'avais des copains, ils partaient 6-7 heures dans l'avion, ils partaient en vol avec des panini, avec des trucs comme ça. Moi, perso, je viens du sport de longue distance, du triathlon de longue distance, tout ça. Donc, j'avais une approche un peu sportive de la nutrition pour gérer mon effort, avec de la boisson énergétique. Attention, pas du Red Bull ou autre, mais avec la boisson avec les bons éléments dedans pour contrer la sudation, avec des barres protéinées qui me permettaient de stabiliser ma glycémie et me couper ma sensation de faim, et après avec de la barre plutôt avec pas mal de glucides en fin de vol pour me redynamiser, pour me rebooster avant l'appontage ou en cas de coup dur pendant le vol. Voilà, donc tout ça pour dire que cette petite anecdote n'en est pas vraiment une, ça montre que ça n'a pas trop évolué, que chaque pilote, et ça qui est beau aussi dans l'armée, on a cette notion de decentralized command, donc chacun est un peu responsable de sa business unit, de son unité, de ses choses, et en tant que pilote, vous êtes responsable de votre bonne nourriture ou pas. C'est assez délégué, donc quand vous partez pour 12 heures en vol, le principal problème ça va être l'hydratation, vous voulez bien vous hydrater. L'autre souci, ça va être, eh bien, vous vous en doutez bien, et je vous ai dit que je vous en parlerai, c'est uriner. Là, il y a différentes écoles, vous pouvez avoir des couches, perso, j'ai jamais essayé, ou sinon, vous allez utiliser des dispositifs un peu comme ça, là. Et de mon expérience, si je partais 12 heures, j'en prendrais plusieurs kits. J'en prendrais 2. Voilà, moi, je buvais beaucoup avant les vols. J'essaie de boire beaucoup dans l'avion. Donc, du coup, vous urinez des volumes conséquents. Pour ce qui est d'autres types de déchets, normalement, vous pouvez vous retenir sur cette durée de vol. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La partie SAR, nous en avons parlé, très important, Search and Rescue, ce sont des choses qui sont réfléchies, et après tout ce qui est dégagement, diversion en cas de problème. Imaginez vous arrivez à destination et vous ne pouvez pas vous poser, mais sur quel autre terrain est-ce que vous allez? Donc il y a beaucoup de calculs pétrole autour de ça, connaître ces alternates comme on dit. Pour pouvoir faire des traversées comme ça, il faut pouvoir naviguer quand même de manière précise. Donc comment est-ce que ça fonctionne une navigation sur la longue distance en espace aérien civil comme ça, avec des militaires et des tankers? Eh bien, tout simplement, les avions de chasse restent proches et quasi iso-altitude avec l'avion de ravitaillement. Et comme ça, ils sont ensemble. Et c'est l'avion ravitailleur qui gère la navigation IFR, donc toute la navigation dans l'espace aérien, qui fait tous les contacts, qui parle à tout le monde. Et vous, en tant que pilote de chasse, vous mettez au pilote automatique, pas trop loin, et dès qu'il faut ravitailler, vous vous échauffez un petit peu, vous allez ravitailler, et après vous vous remettez à votre place en pilote automatique. Ce qui va venir complexifier votre mission, c'est la présence de nuages, c'est les turbulences, c'est toutes ces choses-là. Mais donc sur un vol comme ça, il faut tenir dans la durée, vous avez une charge de travail qui est très variable. Il est à noter qu'ils ont envoyé 2 monoplaces, un biplace, alors qu'ils auraient pu facilement envoyer que des biplaces.
c'est intéressant de voir qu'ils ont voulu aussi éprouver le concept avec du monoplace. Je tire mon chapeau aux pilotes qui ont fait apparemment 12 heures de vol, ça veut dire encore plus longtemps dans l'avion. Vous ne devez pas être frais en sortant. Petits conseils qui peuvent toujours bien marcher, c'est des bas de contention par exemple, même si ce n'est pas tout à fait légal d'un point de vue feu, ça fait du bien aux jambes. Faire des footings après et faire très attention à la déshydratation sur des vols comme ça, donc beaucoup boire. Voilà en gros, tous les pilotes ils sont sensibilisés, on y réfléchit, chacun apprend à se connaître. Je pense que la plupart des pilotes là qui sont partis sont des personnes qui ont beaucoup de missions de combat, qui sont habituées à ces vols longs. Maintenant entre 6-7 heures dans l'avion ou même 8 heures et 12 heures, c'est pas la même chose, c'est pas pour rien que dans l'aviation de ligne on monte facilement à 3 équipages pour des vols de 12 heures. Il faut bien se ressaisir, surtout si à la fin il y a une partie tactique. À la question est-ce qu'en monoplace ils dorment, peu probable. Vous pouvez somnoler, vous mettre au pilote automatique, augmenter le son de vos volumes radio, faire une grosse check avant, surtout tout ce qui est pétrole et autres. Et pendant que vous somnolez, vous l'avez dit à vos équipiers qui vous hurlent dessus s'ils voient votre avion faire quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce raid. Peut-être 20 aéronefs du coup en 2023. Ça va être intéressant. L'idée était vraiment de montrer qu'un déploiement est possible en Polynésie. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, ça aide la chaîne. Plus la chaîne est grosse, en termes d'abonnés, hein, c'est vraiment ça souvent qui est important. En termes de partage également, n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Plus tout simplement, ça nous permet d'avoir du poids quand on va faire des reportages à gauche ou à droite. Donc merci beaucoup. À bientôt sur maquin.tv ou en conférence, hein, en intervention. On parle de leadership, followership, toutes ces choses-là, avec l'utilisation de simulateurs de vol en réalité virtuelle. Le présentiel a repris. Pourquoi pas dans votre entreprise? Allez, fly safe!